Au pique-nique, ma sœur a insulté mon enfant, en disant « Elle ne accomplira jamais rien. Au moins, elle pourra garder mes enfants pour 50 €. » Mes parents ont ri, mais mon grand-père non. Il se est mis en colère et a dit ceci. Je me appelle Jolène, et il y a 2 semaines, mon grand-père de 68 ans a fait pleurer toute ma famille lors d'un pique-nique. Pas avec une histoire triste, pas avec de mauvaises nouvelles. Il les a fait pleurer parce qu'il a enfin dit la vérité, et la vérité les a frappés comme un train de marchandises. Mais avant que je arrive à ce moment, le moment qui a tout changé, je dois vous ramener en arrière pour que vous compreniez pourquoi un homme qui n'a jamais élevé la voix en 40 ans se est soudainement levé au milieu d'un barbecue du Memorial Day et a dit quelque chose de si brutal que ma sœur a laissé tomber son assiette et ma mère ne a pas pu le regarder dans les yeux pendant 3 jours. Je ai 31 ans. Je vis à Dayton, dans l'Ohio, et j'ai une fille de 5 ans nommée Bria. Elle est la lumière de ma vie. Elle est rigolote. Elle est curieuse. Elle parle aux insectes comme s'ils étaient ses amis. Et elle dessine des images de notre appartement et étiquette chaque pièce avec ses petites lettres tordues. Elle a 5 ans. Elle est parfaite. Et il y a 2 semaines, ma sœur aînée Meredith a regardé mon bébé, et a dit quelque chose de si cruel que je le sens encore dans ma poitrine quand je y pense. Mais je me avance trop. Laissez-moi commencer là où tout commence vraiment. En grandissant, je étais la 2e fille. Ma sœur Meredith a 3 ans de plus que moi, et depuis que je me en souviens, elle était le enfant prodige. Je ne dis pas cela avec amertume. Bon, peut-être un peu de amertume, mais je le dis surtout parce que ce est juste un fait. Meredith était celle que mes parents, Frank et Diane, ont mise dans une école privée. Meredith était celle qui a eu la voiture à 16 ans. Meredith était celle dont le fonds pour l'université existait vraiment. Moi, j'ai eu les vêtements de seconde main, l'école publique, et un laissez-passer de bus. Et honnêtement, pendant longtemps, je ai pensé que ce était normal. Je ai pensé que peut-être je ne étais tout simplement pas le genre d'enfant qui méritait plus. À quel point ce est tordu? Meredith a épousé un gars nommé Todd quand elle avait 25 ans. Todd travaille dans la vente pharmaceutique, conduit une BMW, et parle de sa prime comme si ce était un trait de personnalité. Ils ont 2 enfants, Eden, qui a 7 ans, et Chloé, qui a 4 ans. Meredith ne travaille pas, ce qui, écoutez, il n'y a rien de mal à être une mère au foyer. Ce est un travail difficile. Mais Meredith ne fait pas vraiment ça non plus. Elle a une nounou 3 jours par semaine. Elle va au Pilates. Elle publie des stories Instagram sur la vie de maman pendant que quelqu'un d'autre prépare les déjeuners de ses enfants. Et pour mes parents, elle est toujours la fille qui a réussi. Maintenant, moi, je suis tombée enceinte de Bria quand je avais 25 ans, et le père, un homme nommé Corey, est parti avant même qu'elle ne soit née. Il a juste fait ses valises et a déménagé à Phoenix. Il n'a même pas envoyé un SMS. Alors, je ai élevé Bria seule. Je ai travaillé à 2 emplois, caissière dans une épicerie le jour et femme de ménage dans des bureaux la nuit. Je dormais à peine. Je ai pleuré sous la douche plus de fois que je ne peux compter. Et pas une seule fois, mes parents ne ont offert de aider. Pas avec de l'argent, pas avec du gardiennage, pas même avec un mot gentil. Ma mère me a dit un jour, eh bien, tu as fait ton lit, Jolène. Comme si ma fille était une erreur. Comme si Bria était une punition. Vous savez qui a aidé? Mon grand-père. Son nom est Earl. Earl Henderson, 78 ans, électricien à la retraite, vit dans une petite maison à Kettering avec un jardin auquel il parle et un chien nommé Général. Papy Earl est le genre d'homme qui est toujours présent. Quand Bria est née, il a conduit 40 minutes jusqu'à l'hôpital avec un éléphant en peluche et une carte qui disait « Bienvenue au monde, petite patronne ». Quand je n'ai pas pu payer mon loyer un mois, il a discrètement glissé 300 € dans mon sac à main et me a dit que ce était de l'argent pour l'essence. Quand Bria a eu son premier jour de école maternelle, devinez qui était là avec un appareil photo? Pas mes parents, pas Meredith, Papy Earl. Il est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas complètement effondré. Alors, maintenant, avançons rapidement à il y a 2 semaines, le week-end du Memorial Day. Mes parents ont décidé de organiser un grand pique-nique familial à Eastwood Metropark. Ils font ça chaque année. Hamburger, salade de pommes de terre, tout le tralala. Et chaque année,
Je y vais parce que Papy Earl y va et je veux que Bria soit près de lui. Ce est la seule raison, parce que honnêtement, chaque fois que je suis avec ma famille, il se passe quelque chose qui me fait regretter de être resté à la maison. Cette année, Meredith est arrivée avec 40 minutes de retard, ce qui est très typique de elle. Elle est arrivée dans la BMW de Todd, vêtue d'une robe de été qui coûtait probablement plus cher que ma facture de électricité, et a immédiatement commencé à se plaindre que les tables de pique-nique étaient collantes. Ma mère a sauté pour les essuyer pour elle. Bien sûr, elle le a fait. Je étais assise avec Bria qui coloriait dans un petit livre de activités que je avais apporté. Elle dessinait une maison. Notre maison, disait-elle, avec un grand soleil jaune et un jardin. Elle était si concentrée, si fière. Et je la regardais en pensant, cet enfant va devenir quelque chose. Elle va devenir quelqu'un. Je dois juste continuer. Et ce est à ce moment que Meredith se est approchée. Elle a regardé le dessin de Bria, puis me a regardé et a dit, et je jure que je ne oublierai jamais ces mots, ce est mignon, je suppose. Mais soyons réalistes, Jolene. Elle ne accomplira probablement pas grand-chose. Au moins, elle pourra garder mes enfants un jour. Je la paierai même 50 €. Je la ai juste regardée. Je ne pouvais même pas répondre. Mon cerveau se est juste figé. Elle a dit ça à propos de mon enfant. À propos d'une petite fille de 5 ans qui était assise juste là, en train de colorier une image de sa maison. Et vous savez ce que mes parents ont fait? Ma mère a ri. Pas un rire nerveux. Un vrai rire, comme si Meredith avait raconté une bonne blague. Et mon père, Frank, il a gloussé et secoué la tête comme pour dire « Oh, Meredith, tu es si drôle ». Je ai senti mon visage devenir chaud. Je ai senti cette piqûre derrière mes yeux et je ai regardé Bria et, Dieu merci, elle était trop concentrée sur son dessin pour comprendre pleinement ce qui venait de être dit. Mais elle comprendrait un jour, et cette pensée me a rendu malade. Je ai ouvert la bouche pour dire quelque chose. Je ne sais même pas ce que je allais dire. Mais avant que je puisse le faire, une chaise a raclé le sol et tout le monde se est tu. Papy Earl se est levé. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose à propos de mon grand-père. Ce n'est pas un homme bruyant. Il ne est pas dramatique. Il est le genre de personne qui se assoit dans un coin, mange sa nourriture, et regarde. Il observe. Il se souvient de tout, et il dit très peu. Alors, quand Papy Earl se lève lors d'un pique-nique, et que l'expression sur son visage est comme rien que vous n'ayez jamais vu, quand sa mâchoire est serrée et ses yeux sont durs et ses mains tremblent, non pas à cause de l'âge, mais de la colère, tout le monde le remarque. Tout le monde se arrête. Il a regardé Meredith, puis il a regardé ma mère, puis mon père, et il a dit, « Je suis assis ici depuis des années à vous regarder, les gens, traiter Jolene comme si elle ne était rien, comme si elle était invisible, comme si elle était inférieure. » Et je ai gardé ma bouche fermée parce que je ai pensé que peut-être il reviendrait à la raison, peut-être il verrait ce que je vois. Mais vous venez de insulter un enfant, une petite fille de 5 ans, votre propre chair et votre propre sang, et vous avez ri. Ma mère a essayé de dire quelque chose. « Papa, ce était juste une blague. » « Ne dis rien, a-t-il dit. Et la façon dont il le a dit, basse, ferme, finale. Ma mère a immédiatement fermé la bouche. Il se est tourné vers Meredith et a dit, « Tu penses que tu es meilleur que Jolene parce que ton mari gagne de l'argent? Tu penses que tu es meilleur parce que tu as tout eu sur un plateau pendant qu'elle a dû se battre pour des miettes? Laisse-moi te dire quelque chose, Meredith. Tout ce que tu as, cette maison, ces voitures, cette vie, ce n'est pas Todd qui te le a donné. Ce est moi. Je ai donné à tes parents le acompte pour la maison dans laquelle vous avez grandi. Je ai payé pour ton université. Je ai co-signé pour ton premier appartement, et je suis resté ici à les regarder verser chaque goutte de ce que je ai donné en toi pendant que Jolene ne a rien eu. » Le visage de Meredith est devenu blanc. Todd avait le air de vouloir disparaître. Et puis Papy Earl a dit la chose qui a tout brisé. Il a regardé mon père et a dit, « Frank, je en ai fini. Je vous coupe les vivres, à vous tous. La fiducie, la propriété, les comptes. Je refais tout. Chaque centime que je ai ira à Jolene et Bria parce qu'elles sont les seules dans cette famille qui le méritent. » La bouche de mon père est tombée. Ma mère a agrippé le bord de la table comme si elle allait se évanouir. Et Meredith a commencé à pleurer, non pas parce qu'elle était désolée,
mais parce qu'elle avait peur. Et Papy Earl a juste pris son assiette, est venu vers moi et Bria, se est assis à côté de nous et a dit, « Eh, petite patronne. Ce est un beau dessin. » Je vous le dis, je étais assise là et je ai sangloté, juste là à cette table de pique-nique avec la salade de pommes de terre qui refroidissait et ma famille qui nous regardait comme si le monde venait de se finir. Et honnêtement, pour eux, peut-être que ce était le cas. Mais pour moi, quelque chose venait juste de commencer. Parce que ce qui se est passé après ce pique-nique, ce que mon grand-père a fait ensuite, et ce que ma famille a essayé de faire pour le empêcher, ce est là que cette histoire devient vraiment intense. Et laissez-moi vous dire, Meredith ne se est pas laissé faire sans se battre. Loin de là. Alors, après le pique-nique, je ai conduit à la maison en silence. Bria se est endormie dans son siège auto, serrant ce livre de activité, et je ai juste conduit avec des larmes coulant sur mon visage. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. Comme si quelque chose qui pesait sur ma poitrine depuis 31 ans se était enfin brisé. Mais voici le problème avec les familles comme la mienne. Quand quelqu'un prend enfin votre défense, il ne le accepte pas. Il panique. Il complote. Il joue les victimes. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 14 appels manqués. Ma mère a écrit, « Ton grand-père est confus. Il est vieux. Nous devons parler en famille. » Meredith a envoyé, « Tu dois dire à papy que tu ne veux pas de son argent. Ce n'est pas juste. » Et mon père, qui ne me appelle jamais, a envoyé un seul SMS qui disait juste, « Appelle-moi. » Je n'ai appelé aucun d'eux. Pas parce que je étais mesquine. Et, peut-être un peu mesquine, mais surtout parce que je n'avais pas l'énergie de me faire manipuler à 7 heures du matin. Vous me blâmez? À la place, je ai appelé Papy Earl. Il a décroché à la première sonnerie et a dit, « Tu vas bien, Jojo ?» Ce est son surnom pour moi depuis que je avais 3 ans. Je lui ai dit qu'il ne avait pas à faire ce qu'il a fait. Il a dit, « Jolene, je aurais dû le faire il y a 10 ans. » Je les ai regardés te affamer tout en nourrissant Meredith avec la nourriture de ma table. Mais insulter Bria, ce bébé, ce était la goutte de eau qui a fait déborder le vase. Il me a dit qu'il avait déjà appelé son avocat, double appui, ce matin-là. Il restructurait tout. La fiducie qu'il avait mise en place des années auparavant, conçue pour passer par mes parents, était en train de être dissoute et reconstruite. Tout allant directement à moi et Bria. La maison à Kettering, les économies, 2 propriétés locatives à Springfield, tout. Maintenant, laissez-moi être honnête avec vous. Je sais que certaines personnes pourraient penser qu'il se agit de argent, mais je avais été fauché toute ma vie de adulte et je avais survécu. Je travaillais à 2 emplois et gardais ma fille nourrie et aimée. Ce que Papy Earl faisait n'était pas une question de argent. Ce était de la reconnaissance. Ce était quelqu'un qui disait enfin, « Je vois ce qu'ils ont fait et je vais arranger les choses. » Puis il a fait quelque chose que personne ne avait vu venir. Il a demandé la maison en retour. Vous voyez, la maison coloniale de 4 chambres de mes parents à Centerville. Papy Earl leur a donné tout le acompte. Il les avait aidés avec le hypothèque pendant des années. La maison était techniquement dans une fiducie familiale qu'il contrôlait. Mes parents y vivaient simplement, rénovant la cuisine, installant une piscine, organisant des dîners, tout cela dans une maison qui ne était jamais la leur. Ma mère me a appelé en hurlant. « Il va nous prendre notre maison. Jolene, dis-lui de arrêter. Il te écoute. » Il me écoute parce que je ne lui ai jamais donné de raison de ne pas le faire, je ai dit. Et je me suis surprise avec celle-là. Je suis du genre à penser à la réponse parfaite à 2 heures du matin en fixant le plafond, mais celle-là est sortie toute seule. Puis elle a dit, « Tu as toujours été jalouse de Meredith. » Jalouse de Meredith, la femme avec une nounou et une incapacité totale à faire un sandwich à ses propres enfants. Verte de jalousie. Je ai raccroché. Maintenant, Meredith est devenue créative. Elle se est présentée chez Papy Earl sans prévenir avec Eden et Chloé. De jolis petits accessoires. Elle se est assise dans son salon en pleurant, disant qu'il détruisait la famille, que je le manipulais. À propos de moi, la femme qui n'a jamais rien demandé à personne. Papy Earl l'a laissé finir. Puis il a dit, « Meredith, quand est-ce la dernière fois que tu me as appelé juste pour parler? Pas pour demander quelque chose. Juste pour parler. » Elle ne m'a pas répondu parce que la réponse était jamais.
Jolène me appelle tous les dimanches. Bria dessine des images pour mon réfrigérateur. Tu amènes tes enfants ici quand tu as besoin de quelque chose. Il y a une différence. Puis Meredith a fait la politique de la terre brûlée. Elle a commencé à appeler la famille élargie, racontant à tout le monde que je avais retourné papy contre la famille. Elle a appelé tante Phyllis à Columbus en disant que je volais un vieil homme sénile. Elle a publié des choses vagues sur Facebook à propos de la trahison familiale. Certaines personnes la ont cru. Certaines ont cessé de me appeler. Je suis devenue la méchante dans une histoire que je ne avais pas écrite. Ça a fait mal. Je me suis assise dans mon appartement après que Bria se soit couchée en me demandant si je devais juste dire à Papy Earl de tout annuler. Je ai failli le faire. Puis, un jeudi soir, je ai aidé Bria à se brosser les dents et elle me a regardé avec du dentifrice sur le menton et a dit « Maman, est-ce que je vais être une babysitter ?» Mon cœur se est arrêté. Tante Meredith a dit que je vais être une babysitter. Est-ce que ce est mon travail? Elle le avait entendu au pique-nique. Ça avait mariné dans son cerveau pendant 2 semaines, et elle pensait que son avenir avait été décidé par les mots de sa tante. Je me suis agenouillé et je ai dit, Bria, tu peux être tout ce que tu veux. Une docteure, une enseignante, une astronaute. N'importe quoi. Elle a souri. Je peux être un dinosaure? Si quelqu'un peut trouver comment faire, ce est toi. Après que je l'ai mise au lit, je me suis assise sur le sol de la salle de bain et je ai pleuré jusqu'à en être malade, parce que la cruauté de ma sœur avait planté quelque chose dans l'esprit de ma fille. Et je ai juré sur le champ que je ne laisserai plus jamais personne faire en sorte que Bria se sente petite. Le lendemain matin, je ai appelé Papy Earl. Ne change rien. Maintiens le plan. Ça, ce est ma fille. Ce samedi-là, il me a assise à sa table de cuisine avec du café et un dossier en manille. À l'intérieur, ce n'étaient pas des papiers de héritage. Ce étaient des papiers de entreprise. Jojo, tu parles de ouvrir une garderie depuis que tu as 23 ans. Je veux la financer. Il avait déjà trouvé un local commercial à Fairborn. Il avait parlé à double appui de une LLC. Il avait des chiffres, un plan. Tout ce dont il avait besoin, ce était moi. Je ai regardé ce dossier sans parler. Parce que ce était mon rêve. La chose que je me murmurais à moi-même pendant les quarts de nuit de nettoyage. La chose sur laquelle je avais fait des recherches sur mon téléphone pendant les pauses à l'épicerie. La chose que je ne avais jamais dite à personne sauf à Papy Earl parce qu'il était la seule personne qui ne rirait pas. Papy, je ne sais pas si je peux faire ça. Tu as élevé Bria seul, en travaillant à 2 emplois sans aide. Tu peux tout faire. Je ai signé cet après-midi-là. Au cours des semaines suivantes, nous avons construit quelque chose de réel. Nous avons visité le espace, lumineux, ouvert, grande fenêtre, cour clôturée à l'arrière. Je ai déposé des permis, commandé des fournitures, suis resté éveillé jusqu'à minuit à lire sur l'éducation de la petite enfance. Et pour la première fois depuis des années, je ne restais pas éveillé par inquiétude. Je restais éveillé par excitation. Bria dessinait des images de l'école de maman avec des murs arc-en-ciel et un toboggan au milieu. Je ai scotché chacun de eux au-dessus de mon bureau. Puis la nouvelle est parvenue à Meredith que papy finançait une entreprise. Elle me a appelé, la voix froide comme la glace. Tu penses que tu vas gérer une garderie? Jolène, tu ne as même pas pu garder un homme. Qui va te confier ses enfants? Je aurais dû raccrocher. Au lieu de cela, je ai dit, ta nounou élève tes enfants et tu ne sais pas en quelle classe est Eden. Occupe-toi de ta propre maison. Elle a raccroché. Bien. Mais le coup le plus bas est venu ensuite. Mes 2 parents se sont présentés à mon appartement. Mon père, calme et distant, se est assis sur mon canapé et a dit, « Jolène, nous pensons que tu devrais rendre l'argent. Nous envisageons de parler à un avocat de la compétence mentale de ton grand-père. » Ils allaient essayer de déclarer Papy Earl incompétent. Mon grand-père parfaitement vif, qui fait les mots croisés dans le journal tous les matins et peut réciter les moyennes au bâton de chaque joueur des Rays de 1975. Il voulait dire qu'il perdait la tête parce qu'il me aidait au lieu de eux. Je ai regardé mon père et je ai dit, sortez de mon appartement. Il a eu l'air choqué. Je ne avais jamais riposté comme ça. Pas si directement. Jolène, a commencé ma mère. Sortez, tous les deux.
Je ai appelé Papy Earl immédiatement. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit, laisse-les essayer. Douglas a déjà 2 coups de avance. Il ne bluffait pas. Douglas avait anticipé cela. Il avait fait évaluer Papy Earl par un médecin indépendant la semaine après le pique-nique. Bilan de santé mentale impeccable. Tout était documenté. La fiducie était blindée. Papy me a dit, Jojo, ils n'ont pas peur de perdre de l'argent. Ils ont peur de perdre le contrôle sur toi. Ce est de ça qu'il a toujours été question. Et il avait raison. Toute ma vie, ma famille me a gardé petite. Ils ont tout donné à Meredith, me ont laissé des miettes pour que je sois toujours dépendante. Maintenant que quelqu'un me élevait, ils étaient terrifiés. Une Jolene qui n'a pas besoin de eux est une Jolene qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cette prise de conscience me a changé. Je ai arrêté de pleurer, de douter, de me demander si je devais arranger les choses. Je avais passé toute ma vie à essayer de gagner le amour de personnes qui avaient décidé que je ne en valais pas la peine avant même que je ne sois né. Alors, je me suis lancé à corps perdu dans la garderie, j'ai peint les murs en vert sauge avec des moulures blanches, j'ai construit des casiers avec Papy Earl pendant que Bria nous passait les vis en disant que nous faisions mal. J'ai embauché ma première employée, une femme nommée Danielle avec 15 ans d'expérience. Je l'ai nommée Bright Root Learning Center. Mais la menace de incompétence ne était pas leur dernier coup. Ce qu'ils ont essayé ensuite, je n'aurais jamais pu le prédire. Et ce que Papy Earl a fait en réponse me donne encore la chair de poule. Alors, vous vous souvenez que je ai dit que ma famille ne se laisse pas faire sans se battre? Je ai sous-estimé jusqu'où ils iraient. Environ 3 semaines après que je ai signé le bail pour Bright Root, on a frappé à ma porte. Un dimanche après-midi, Bria faisait la sieste et je comparais des échantillons de peinture pour la salle de bain de la garderie. Je ai ouvert la porte et Meredith était là, mais pas la Meredith froide et tranchante des appels téléphoniques. Yeux rouges, pas de maquillage, cheveux en chignon désordonnés. Elle avait le air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je peux entrer? Chaque instinct criait non. Mais quelque chose sur son visage semblait réellement brisé. Pas faussement brisé. Et malgré tout, les insultes sur Bria, la campagne de dénigrement, je suis toujours moi. Je suis toujours la idiote qui laisse la porte ouverte. Elle se est assise sur mon canapé, silencieuse pendant 1 minute entière. Puis elle a dit, Todd est parti. Quoi? Il avait une liaison. Une femme nommée Harper de son bureau. Il me le a dit mercredi. Il a déjà déménagé la moitié de ses affaires. Une partie de moi pensait, le karma agit vite. Mais la plus grande partie, la partie qui se souvenait de Meredith me tressant les cheveux avant le école en CE2, se sentait juste triste. Meredith, je suis désolé, je ai dit, et je le pensais. Puis elle a dit, je ai besoin que tu parles à Papy. Je ai besoin de argent, Jolene. Todd va se battre avec moi pour tout. La voilà. Elle ne venait pas à moi en tant que sœur. Elle venait à moi en tant que banque. Je ne vais pas demander de argent à Papy en ton nom. Pas après tout. Elle a pleuré plus fort. Je ne hais rien sans Todd. La maison est à son nom. Les voitures sont à lui. Je ne l'ai pas travaillé depuis 7 ans. Je ne ai même pas de CV. Et ce était vrai. Elle avait construit toute sa vie sur le revenu de Todd et la générosité de Papy. Et avec les 2 qui disparaissaient, elle ne avait rien. Je voulais dire, eh bien, tu as fait ton lit. Les mots exacts que ma mère a utilisés quand je étais enceinte et seule. Mais je ne pouvais pas, parce que je ne suis pas ma mère. Je refusais de être elle. Mais je n'allais pas être sa bouée de sauvetage sans honnêteté d'abord. Avant que je pense à aider, réponds à une question honnêtement. Pensais-tu ce que tu as dit à propos de Bria? Elle a regardé le sol. Regarde-moi. Elle a levé les yeux. Je étais jalouse de toi, Jolene. Je ai failli rire. Jalouse de moi? Tu as Bria. Tu as Papy. Les gens te aiment pour qui tu es. Todd me a épousé parce que je avais bonne mine à côté de lui. Maman et papa me ont soutenu parce que je les faisais paraître réussis. Personne ne me a choisi juste parce que ce est moi. Quand je te ai vu à ce pique-nique, heureuse avec rien, je te ai détesté pour ça. Alors je ai dit quelque chose de horrible. Et je suis désolé. Je ne me attendais pas à ça, pas de Meredith.
Je suis restée assise là à essayer de savoir si ce était réel ou une autre performance, et quelque chose dans ses yeux me a dit que ce était réel. Léonette est réelle. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. On ne insulte pas une enfant de 5 ans et on obtient le pardon après une seule conversation sur un canapé. Mais je l'ai entendu. Ce était suffisant pour le moment. Cette nuit-là, je ai appelé Papy Earl et lui ai tout raconté. Il est resté silencieux. Il réfléchit le mieux en silence. Puis il a dit, « Jojo, que veux-tu faire ?» Je ne sais pas. Si, tu sais. Il avait raison. Je ai dit, je ne veux pas qu'elle traverse ce que je ai traversé, seule avec des enfants et rien. Alors nous trouverons quelque chose, à tes conditions, pas aux siennes. Ce est pour ça que je aime cet homme. Il ne me a pas traité de sotte. Il me a juste rejointe là où je étais. Alors, voici ce qui se est passé. Papy Earl ne a pas donné de argent directement à Meredith. Au lieu de cela, il a demandé à Double Appui de recommander une avocate de famille solide, Kathleen Voss, qui travaillait sur la base de honoraires de succès, donc Meredith ne avait pas besoin de argent liquide au départ. Puis il a dit à mes parents qu'il envisagerait de aider Meredith, mais seulement si certaines choses changeaient. Premièrement, mes parents devaient me présenter des excuses. De vraies excuses, pas un « désolé que tu te sentes comme ça ». Deuxièmement, Meredith devait présenter des excuses à Bria en personne, en la regardant dans les yeux. Troisièmement, le plus important, mes parents devaient signer des documents reconnaissant que la maison de Centerville appartenait à la fiducie de Papy Earl. Ils pouvaient continuer à y vivre, mais ils paieraient un loyer juste, et la propriété serait transférée au fonds de éducation de Bria à son décès. Papy a exposé cela à mon père par téléphone. De ce que je ai entendu, Frank n'a pas parlé pendant 5 minutes. Puis il a dit, d'accord. Juste d'accord. Parce qu'il a finalement compris que le homme qui tenait tout ensemble avait atteint sa limite. Ma mère a appelé 2 jours plus tard. Je pouvais dire qu'elle avait été coachée par mon père, mais les mots sont quand même sortis en trébuchant. Jolene, je ne l'ai pas été juste avec toi. Je ai tout donné à Meredith et je te ai laissé derrière. Je suis désolé. Parfait? Non. Assez? Je ne sais pas. Mais sa voix se est brisée et je pense qu'elle en pensait au moins une partie. Merci, maman. Puis la partie que je redoutais le plus. Meredith est venue samedi pour présenter des excuses à Bria. Je ai failli annuler 3 fois. Elle se est assise sur le sol de mon salon, a regardé Bria et a dit, je ai dit quelque chose de méchant au pique-nique. Je ai dit que tu ne pourrais pas devenir quelque chose de grand, et ce était mal. Tu peux être n'importe quoi. Tu es intelligente et créative, et je avais tort. Peux-tu me pardonner? Bria l'a regardé pendant une seconde, puis a dit, ce est bon, tante Meredith. Tu veux voir mes dessins? Les enfants, sérieusement. Ils sont juste meilleurs que nous. Meredith me a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Je lui ai fait un petit signe de tête. Pas le pardon. Pas encore. Mais un début. Au cours des 2 mois suivants, les choses ont changé, complètement, maladroitement, comme une famille qui apprend à remarcher après une mauvaise blessure. Ma mère est venue un week-end et me a aidé à accrocher des rideaux à Bright Root. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle était là. Mon père est venu au récital de danse de la maternelle de Bria. Il se est assis au fond et a applaudi comme si elle avait gagné une médaille olympique. Dans le parking après, il a dit, elle est spéciale, Jolene. Tu fais un excellent travail. 7 mots de Frank. Ce est pratiquement un roman. Le divorce de Meredith est devenu moche. Todd s'est battu pour tout, mais Kathleen Voss était un bulldog et lui a obtenu un règlement équitable. Meredith a déménagé dans un endroit plus petit à Beaver Creek et a trouvé un emploi à temps partiel à la réception d'un cabinet dentaire. Pas glamour, mais elle se présentait tous les jours. Je respectais ça. Elle a même demandé timidement si Eden et Chloé pouvaient venir à Bright Root après l'école parfois. Je ai dit oui. Ces enfants sont ma nièce et mon neveu. Rien de tout cela ne était de leur faute. Papy Earl est venu à la grande ouverture de Bright Root Learning Center un samedi de octobre. Je avais accroché une bannière, mis du café et des beignets. 12 familles se étaient inscrites. Daniel était là dans un polo jaune vif de Bright Root.
Bria courait partout en disant à chaque enfant qui entrait, « Ma maman a construit ça. » Papy Earl se est tenu dans le embrasure de la porte, a regardé les murs vert sauge, les casiers, le coin lecture, et n'a rien dit pendant un long moment. Puis il me a regardé et a dit, « Ta grand-mère aurait été si fière de toi, Jojo. » Je me suis effondré. Pleurant à chaudes larmes devant tout le monde. Très professionnel pour une grande ouverture. Mais je me en fichais. Voici ce que je ai appris à travers tout ça. La famille, ce ne sont pas les gens qui sont censés vous aimer. Ce sont les gens qui vous aiment vraiment. Je ai passé 31 ans à essayer de gagner ma place dans une famille qui avait décidé que je n'en avais pas. Il a fallu qu'un homme de 78 ans se lève lors d'un pique-nique pour tout changer. Nous ne sommes pas parfaits maintenant. Meredith et moi avons des jours difficiles. Ma mère dit encore des choses qui me font serrer les dents. Mon père apprend encore à être présent. Mais ils essaient. Et je crois en ça. Je crois que les gens peuvent changer même quand ils vous ont donné toutes les raisons de penser qu'ils ne le feront pas. Je y crois de la même manière que je crois en Dieu. Pas parce que je ai des preuves, mais parce que abandonner les gens ne est tout simplement pas dans ma nature. Bria me a dit l'autre jour qu'elle veut construire une école quand elle sera grande. Comme toi, maman, mais en plus grande, avec un toboggan. Alors oui, elle ne sera la baby-sitter de personne.